Explorez le procès historique en compagnie de Maître D.S. Ba, l'avocat de la partie civile. Il dévoile les détails poignants des crimes du 28 septembre 2009 en Guinée. Découvrez comment ce défenseur des victimes se bat depuis plus de 10 ans pour la justice. Il partage les récits déchirants et l'impact profond de cette tragédie sociopolitique. L'impact profond de cette tragédie touche chaque aspect de la société guinéenne. Mais l'espoir persiste grâce aux efforts inlassables pour obtenir justice. Restez informés. Soutenez la quête de justice. Abonnez-vous et suivez pour plus de mises à jour. Nous vous convions maintenant à assister à la plaidoirie de Maître D.S. Ba, avocat du barreau de Guinée, un avocat renommé et défenseur des droits humains en République de Guinée. Maître Amadou D.S. Ba, vous avez la parole pour vos demandes. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable assesseur, de me donner la parole pour présenter mes plaidoiries dans cette affaire rocambolesque du 28 septembre. Monsieur le Président, il y a quelques années, quand on parlait du 28 septembre, à la radio, dans les conférences, dans les colloques, dans le plaidoyer international, notamment avec Mme Asma Diallo, à la CPI, à Paris, à Bruxelles, partout, la plupart de nos compatriotes nous disaient: vous perdez votre temps. Cette affaire ne sera jamais jugée en Guinée. Et d'autres nous rappelaient, d'ailleurs à juste titre, il n'y a pas que le 28 septembre au cours duquel des crimes crapuleux ont été commis, Monsieur le Président. Et ils avaient raison. Il y a que l'histoire sociopolitique de notre pays est jalonnée par plusieurs crimes. Les crimes d'État ont été commis depuis l'avènement de notre pays à l'indépendance, depuis 1958. Il y a le Cambaro, Monsieur le Président, où Amnesty International parle de 50 000 morts. Il y a la répression de 1985. Il y a les répressions de janvier-février 2007. Il y a tout récemment, Monsieur le Président, honorable assesseur, plusieurs autres cas de violation massive des droits de l'homme. L'argument principal qui a été développé par ceux qui pensaient que le procès là n'aura jamais lieu, c'est que nous sommes en Guinée, le pays de l'impunité, le pays de la protection des personnes qui commettent des crimes. Monsieur le Président, l'illustration la plus parfaite, c'est que le colonel Thieboro, le colonel Claude Pivy ont été maintenus à leur fonction jusqu'à l'avènement du 5 septembre 2021. Pendant 13 ans, les victimes ont été narguées par ces deux colonels avec des cortèges. Ils faisaient ce qu'ils voulaient, Monsieur le Président. Et c'est vrai, quand une victime voit son présumé bourreau exercer des hautes fonctions au sein de l'administration politique et militaire, la victime a peur, Monsieur le Président, elle ne croit pas à la justice. Donc, Monsieur le Président, cet argument qui consistait à dire que le procès n'allait jamais avoir lieu était plausible. Les gens pouvaient y croire. Mais, Monsieur le Président, c'était quand même le 28 septembre est singulier. Non pas parce qu'il y a eu plus de morts, il y a eu plus de disparus, mais parce qu'il y a eu des viols à ciel ouvert. Le mode opératoire, cette fois-ci, avait évolué. On a violé des femmes à ciel ouvert. Donc, la communauté internationale, les ONG de défense des droits de l'homme, tout le monde s'est impliqué. La condamnation internationale. Donc, l'affaire du 28 septembre était devenue une affaire nationale, une affaire planétaire, de sorte qu'on ne pouvait pas empêcher la tenue de ce procès. Donc, pendant 13 ans, les gens ont travaillé. Et l'immense majorité des victimes a cru. Parce qu'il fallait faire une rupture avec l'histoire. Il fallait, cette fois-ci, mettre fin à l'impunité à travers l'organisation de ce procès. On s'est battu. Les ONG internationales, la communauté internationale, on s'est tous battus pour qu'il y ait ce procès. Le combat fut rude, Monsieur le Président, et périlleux. Mais la détermination du peuple de Guinée, les victimes, a permis de transcender tous les obstacles sur le chemin de la victoire. Certains n'ont pas survécu au combat. Vous savez, Monsieur le Président, le combat, il a été mené par des milliers de personnes, des personnalités. Et je pense
principalement à Dr Tiano Madjissou, M. Abdulgadir Sow, tous anciens présidents de l'OGEDAS qui ne sont plus de ce monde. Il y a également Yergoul de Diallo, le vice-président de l'OGEDAS, et plusieurs autres victimes qui n'ont pas survécu, même après l'ouverture de ce procès. Donc, Monsieur le Président, voilà, cette affaire ne pouvait pas rester dans l'oubli grâce à la résilience aussi des victimes, sans lesquelles le procès n'aurait jamais eu lieu. Et puis, vint l'ouverture de ce procès. Grâce à la détermination des autorités de la transition, ça, il faut le souligner, parce que l'instruction a été clôturée depuis 2007. Plusieurs magistrats, il était question de choisir les magistrats, Monsieur le Président, parce que ce n'est pas un dossier ordinaire. Là où il y a des centaines de morts, des centaines de femmes violées, des disparus, où la communauté internationale s'est impliquée, il fallait choisir des magistrats compétents et talentueux, des magistrats intègres. Le choix est pris porté sur vous, Monsieur le Président et honorable assesseur. Non pas parce que vous étiez les plus anciens. Il y a des magistrats plus anciens que vous dans la magistrature. Mais le choix fut porté sur vous parce qu'on a confiance à votre intégrité. Voilà maintenant, Monsieur le Président, que le procès s'ouvre. Et les victimes avaient exigé que le capitaine Moussa Dadis Camara comparaisse à cette barre. Parce qu'on a dit, si le capitaine Dadis Camara ne comparaît pas à cette barre, nous ne considérons pas ce procès comme étant un procès sérieux. Et finalement, Monsieur le Président, M. Moussa Dadis Camara a comparu avec ses autres accusés. Eh bien, s'ouvre le procès enfin, en présence de toutes les victimes, à la face du monde, Monsieur le Président. Et aussitôt, la défense a commencé cette tragédie, à vouloir prendre ce procès en otage, des menaces à peine voilées, Monsieur le Président, mais vous avez résisté. Ils ont boycotté l'audience. Ils ont cherché des stratégies, des stratagèmes pour montrer à la face du monde que ce procès n'était pas équitable. Mais, Monsieur le Président, comment pouvait-il, avec tout ce qui se passe à l'audience publique, prétendre que ce procès ne pouvait pas être équitable? Vous avez géré cette affaire avec professionnalisme. Ils ont même boycotté l'audience, Monsieur le Président, mais cela ne vous a pas empêché de continuer. C'est pourquoi moi, je ne féliciterai pas la défense. Confrères, je vous regarde en face, je ne vous félicite pas. Parce que vous avez voulu saboter ce procès. N'eût été la compétence du président, sa détermination, on aurait suspendu ces audiences. Il y a même eu, Monsieur le Président, dans les couloirs de ce palais, une intention de récuser ce tribunal. Mais Monsieur le Président, les débats se font en public. Donc il n'avait pas de stratégie. Et d'ailleurs, à un moment donné, la question de leur remplacement était posée sur la table. Donc, Monsieur le Président, je pense que leur stratagème a évolué. Arrêtez ça. Ils ont voulu saboter ce procès. Vous avez été à la hauteur, nous le dirons partout. La dernière audience à laquelle ils ont boycotté cette affaire, Monsieur le Président, leurs clients étaient devant à votre bar. On s'est rendu compte qu'ils voulaient à tout prix justifier leur échec. Parce que, Monsieur le Président, quand un avocat a des difficultés dans un dossier, il s'en prend au tribunal. Vous n'êtes pas l'adversaire de la défense. Vous l'avez prouvé. Vous avez été équitable tout au long de ce procès. Merci, Monsieur le Président. Je voulais faire cette précision parce que je ne peux pas vous féliciter. Alors, Monsieur le Président, vous êtes rentré dans l'histoire pour avoir été, avec vos assesseurs, les premiers dans notre pays, dans la sous-région, à juger un ancien chef d'État et de ministre. Vous êtes rentré dans l'histoire. Et parlant justement d'histoire, Monsieur le Président, honorable assesseur, ce procès a une double dimension historique. Parce que, premièrement, c'est le premier procès de crime de masse en Guinée depuis l'indépendance. Je l'ai dit à l'entame de mon propos. Plusieurs crimes commis restent impunis de nos jours. C'est pourquoi je vais parler un peu du Camp-Boiro, brièvement. 50 000 Guinéens ont été assassinés dans les jours du Camp-Boiro, selon Amnesty International. En 1984, à la faveur de la prise du pouvoir par l'armée, on avait eu l'opportunité de rechercher et de punir tous
ceux qui étaient mêlés à ces assassinats politiques pour mettre fin, et cela définitivement, à l'impunité. Mais la nouvelle junte, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est restée dans la complaisance. Il y a même une commission qui avait été créée, et une émission spéciale a été créée à la radio nationale pour permettre aux gens de libérer la parole, de venir s'expliquer. Il n'y a pas eu de poursuite. Voilà qu'en 1985, un coup d'État manqué endeuille la Guinée, et les auteurs présumés de ce coup d'État manqué ont été aussi assassinés. Ils n'ont pas été jugés. Donc le cycle infernal de la violence continue, Monsieur le Président. Voilà qu'en 1985, la répression s'abat sur ceux qui auraient tenté de faire ce coup d'État. Là également, il n'y a pas de procès. Et bien, le régime lance un compté à la faveur de la démocratie. Bon, de la démocratie. S'il vous plaît, il va falloir que je vous interrompe. On ne va pas trop rentrer ces trucs. Je ne pense pas que ça soit trop nécessaire pour ce procès-là. Je vous ai laissé tout simplement ébaucher, voilà, mais je ne vous laisse pas rentrer dans tous ces détails-là, s'il vous plaît. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je ne suis pas en train de faire le procès d'un régime. Je suis juste en train de retracer l'histoire sanglante de notre pays pour aboutir au 28 septembre. Bon, parce que, si vous pouvez vous arrêter là, c'est bon. D'accord. Donc, Monsieur le Président, les crimes de notre passé n'ont pas été élucidés. Raison pour laquelle, Monsieur le Président, il y a que, puisque ces crimes n'ont pas été élucidés, voilà le 28 septembre. Ça, c'était la première dimension historique. La deuxième dimension historique, c'est que ce procès est organisé en Guinée, comme je l'ai dit tantôt, jugé par des Guinéens. C'est une grande fierté pour notre pays. À travers cet exemple, on a démontré qu'il existe une alternative à la justice internationale, notamment à la CPI. Parce qu'à un moment donné, Monsieur le Président, tout le monde voulait que ce procès-là ait lieu à la CPI. Parce que les gens n'avaient plus confiance à la justice guinéenne. Mais Monsieur le Président, l'autre intérêt de juger cette affaire en Guinée, c'est quoi? C'est l'expression de notre souveraineté nationale. La justice est un pouvoir régalien de notre pays. Donc, laisser cette affaire se faire juger à la CPI, c'était comme si nous perdions notre âme. Raison pour laquelle ce procès, son organisation en Guinée est un acquis démocratique. Ensuite, Monsieur le Président, la présence massive, un autre intérêt, c'est la présence massive des victimes dans cette salle d'audience. Tout au long des débats, les victimes ont répondu massivement à l'appel à chaque fois qu'il y avait une audience dans cette affaire. Ensuite, il y a eu la possibilité que 105 victimes soient auditionnées à la barre de votre tribunal. Si cette affaire avait été jugée à la CPI, cela aurait été impossible parce qu'il faut les formalités de visa, etc., Monsieur le Président. Ensuite, Monsieur le Président, puisque j'ai fini mon propos liminaire, je voudrais vous soumettre le plan de ma plaidoirie. D'abord, je parlerai des faits et de la procédure. Ensuite, des infractions commises selon l'ordonnance de renvoi, selon la nouvelle qualification de crime contre l'humanité, j'en parlerai aussi contre certains accusés. En troisième partie, Monsieur le Président, je vous parlerai de la responsabilité de cet accusé. Les autres seront, leurs cas seront développés par mes confrères. Ensuite, les conséquences des crimes sur les victimes et enfin, les réparations. Parlant des faits, Monsieur le Président, il est indispensable de retracer le contexte qui a prévalu au 28 septembre. Parce que c'est important d'en parler. Le 28 septembre n'est pas un cas isolé. Il a été précédé par des événements qui ont conduit inexorablement à la commission de ces infractions au stade. Il faut qu'on en parle. D'abord, il y a le coup d'État militaire. Le 22 décembre, je ne vais pas m'étendre beaucoup, c'est le décès du président Lansana Conté. Le 24 décembre 2008, c'est la prise du pouvoir et M. Moussa Dadis Camara s'est autoproclamé chef de l'État qui devait aboutir à des élections en 2009 et il s'est engagé à ne pas participer aux élections. La Constitution a été suspendue, sauf en ce qui concerne le droit de manifester. Il y a eu une adhésion populaire, Monsieur le Président, à la prise du pouvoir. Tout le monde était content. Parce qu'on a vu au capitaine Moussa Dadis Camara un libérateur, quelqu'un qui aurait pu, s'il avait été honnête et sincère, conduire ce pays vers le développement, vers des élections libres et transparentes. Mais Monsieur le Président, parmi ironie du sort, parmi ceux qui ont applaudi le capitaine Dadis,
Parmi ceux qui ont parlé du capitaine Dadis, il faudrait qu'il rectifie son langage. Il n'a pas le droit de me dire sincère, honnête. Il a raison. C'est bon, calmez-vous. Asseyez-vous. Il a raison, hein? Il a franchement raison. Monsieur le Président, voilà. Je suis quand même surpris que l'accusé m'interrompt pendant ma présentation. Oui, bon, ça c'est pourquoi je vous ai dit depuis hier, il y a des termes qu'il faut vraiment éviter. Il y a des termes qu'il faut éviter. En parlant de lui, si vous dites s'il avait été honnête et sincère, voilà. Donc il a raison de s'offusquer. Voilà. Monsieur le Président, je respecte l'autorité de votre tribunal, mais je voudrais quand même continuer. Il y a beaucoup de respect pour le tribunal et les accusés ici présents. Voilà, donc évitez des termes comme ça. Évitez des termes comme ça si vous ne voulez pas que vous soyez interrompu. S'il vous plaît. Alors, Monsieur le Président, il y a eu d'adhésion populaire, comme je le disais tantôt. Toute la population est sortie acclamer le capitaine Dadis. Moi y compris. Ironie du sort, Monsieur le Président, ceux qui ont applaudi ce jour-là pour l'avènement du CNDD au pouvoir, beaucoup y laisseront la peau au stade. Plusieurs femmes qui sont sorties, étaler leur pagne sur la rue pour acclamer ce nouveau régime, seront violées au stade. Des gens vont disparaître parce que le CNDD a décidé de confisquer le pouvoir. C'est l'ironie du sort. On l'a tous soutenu, Monsieur le Président. Monsieur le Président, après l'euphorie, vient très rapidement la désolation, les intimidations, le désenchantement dans la conduite de la transition. Parce que la parole qui avait été donnée n'a pas été respectée, Monsieur le Président. On assiste à des braquages des citoyens dans les rues de la capitale par les forces de défense et de sécurité. Une justice parallèle est installée au camp. Même des décisions de la Cour suprême sont critiquées. Des magistrats sont embastillés. Des magistrats sont menacés dans l'exercice de leurs fonctions. Monsieur le Président, voilà où cela nous a conduit pour avoir acclamé de bonne foi un régime militaire. Monsieur le Président, après le coup d'État militaire, il y a les velléités de confiscation. Ces velléités ont commencé le lendemain de la prise du pouvoir par le CNDD, parce que c'était un plan qui avait été suffisamment orchestré par ses membres. Ces velléités de confiscation, Monsieur le Président, se traduiront d'abord, à partir de janvier 2009, la question de la candidature du président Dadis va se poser. Des mouvements de soutien vont être créés par-ci par-là. Des démagogues vont être recrutés pour faire l'apologie du CNDD. De l'argent va être distribué à flot pour que ces démagogues-là puissent chanter les louanges du président Dadis. Voilà la réalité guinéenne. Des slogans vont apparaître, font leur apparition. Dadis doit rester, Dadis ou la mort, Monsieur le Président. Et cela est tenu par des hauts responsables du CNDD. Les Dadis shows vont commencer. Devant notre petit écran, naïvement, on acclamait, pendant que des citoyens, des responsables politiques, pendant que des cadres de ce pays sont en train d'être insultés, ils sont en train d'être humiliés à la télévision, Monsieur le Président. Pour renforcer son pouvoir, un recrutement va être ordonné. À Kalea, ça j'en parlerai. À Kalea, Monsieur le Président, des hommes d'affaires sont enlevés. 8000 hommes sont en passe d'être recrutés et formés au camp d'entraînement de Kalea. Monsieur le Président, pour boucler la boucle, en mars 2009, un carnaval géant, un meeting géant au stade du 28 septembre pour soutenir le président Dadis. Toutes les forces de sécurité sont venues encadrer les manifestants, parce que cette fois-ci, c'était les bons manifestants. Puisqu'ils manifestaient pour le pouvoir, ils sont des bons manifestants, Monsieur le Président. Mais face à cette situation, puisque le peuple de Guinée est un peuple vaillant,
il a commencé à s'organiser, les partis politiques, la société civile. Tout le monde s'est mobilisé pour faire barrage et échec au CNDD, Monsieur le Président. Voilà le contexte qui prévalait avant le jour fatidique. Voilà, Monsieur le Président, le contexte de l'époque. Un appel à manifester pour aller plus vite, à manifester, a été lancé. La Constitution, bien que suspendue, Monsieur le Président, celui-ci, à l'exception du titre H, celui-ci mentionne les libertés et droits fondamentaux des citoyens, en particulier la liberté d'expression et d'opinion. Cette partie de la Constitution n'étant pas suspendue, les forces vives se sont réunies et ont décidé d'organiser une manifestation. Puisque dans la loi, c'était une procédure déclarative, une déclaration a été faite à la commune, mais quelle a été la réponse du maire de la commune de Dixine où devait se tenir le meeting? C'est un refus sous prétexte que le stade ne relève pas de sa juridiction. Et c'est au tour du ministre des Sports de dire que le stade est ne sera fermé parce qu'il y a un match officiel de la Guinée. Le MATD prend un arrêté interdisant toute marche. Le gouvernement, en désespoir de cause et de mauvaise foi, déclare le 28 septembre férié. Monsieur le Président, pendant ce temps, les forces vives s'organisaient, des réunions se tenaient. Et il y a même un comité chargé de la sécurité. Des jeunes ont été recrutés pour encadrer la marche, pour s'assurer que chaque citoyen qui manifeste ne soit pas armé, même d'un simple caillou. Cette commission a été mise en place, des jeunes ont été recrutés. Ils avaient des tenues spécifiques pour dire que c'est eux qui encadraient la marche. Mais l'obligation du gouvernement, c'était aussi d'encadrer la marche. Alors, pendant tout ce temps, le CNDD est resté insensible et sourd aux revendications légitimes du peuple. Et, Monsieur le Président, les sages, les religieux sont intervenus. Il suffisait juste pour le capitaine Dadis de dire à la télévision nationale, de clarifier sa position, pour dire « Je ne serai pas candidat, je respecterai ma parole. » Et cette manifestation n'aurait jamais eu lieu. Et jusqu'à la dernière minute, les patriotes, les citoyens de la Guinée espéraient un sursaut du capitaine Dadis pour indiquer clairement à la face du monde, puisque le problème fondamental, c'était sa prochaine candidature, s'il indiquait le 27 septembre, la nuit, même à 0 heure, qu'il ne se présentait pas, il n'y aurait pas eu de manifestation, Monsieur le Président. Mais il est resté dans sa logique parce qu'il avait un plan. Et c'est à 1 h du matin qu'il appelle M. Sidia Touré pour dire « Vous devez reporter votre manifestation ». Mais Monsieur le Président, comment M. Sidia Touré aurait pu, à l'époque l'Internet n'était pas aussi libéré, il n'y avait pas aussi de connexion, les gens n'étaient pas connectés comme aujourd'hui. Si c'était aujourd'hui, peut-être que M. Sidia Touré aurait pu envoyer un simple tweet pour que tous les manifestants sachent que la marche est reportée et quelle était la raison. Mais ils ne pouvaient pas. Donc, il y a un échec des négociations. Alors, Monsieur le Président, la confrontation tant redoutée était en passe de se réaliser. Et qui étaient les protagonistes, Monsieur le Président? Il y a d'un côté le peuple souverain, détenteur de toute la souveraineté, d'un côté. De l'autre, il y a la junte qui était devenue illégitime, parce qu'elle n'avait plus le soutien et l'adhésion populaire. Donc, c'était les deux protagonistes. Ensuite, quelles étaient les armes de chaque camp? Le camp du peuple, quelles étaient les armes à leur disposition? Il y a le stylo du côté du peuple, il y a les pancartes, il y a les banderoles. C'était ça, les armes du peuple. De l'autre côté, Monsieur le Président, la junte illégitime avait les chars, avait les blindés, avait les kalachnikovs, avait toutes sortes d'armes, et même des hélicoptères. Mais, Monsieur le Président, dans la marche d'un peuple face à son histoire, un peuple ne peut pas reculer. Donc, la confrontation était inévitable. Parce qu'il était hors de question, Monsieur le Président, que les forces vives se laissent piétiner par cette junte militaire. Alors,
ce qui était redouté était sur le point d'arriver. Voilà maintenant, Monsieur le Président, ce qui nous a conduit au 28 septembre. Le jour de la manifestation. D'abord, avant la manifestation, Monsieur le Président, des milliers d'hommes, gendarmes et policiers ont été mobilisés. Ce qui est tout à fait normal, parce qu'il fallait maintenir l'ordre. Mais dans quel sens? Quel est le sens du maintien d'ordre? Est-ce que c'est la répression? Non, c'était la seule chose que ces forces devaient faire, c'était l'encadrement. Monsieur le Président, des milliers d'hommes. Le général Balde est venu ici expliquer les modes, les réunions qui se sont tenues justement dans le cadre de ce maintien d'ordre. Monsieur le Président, à 5 h du matin déjà, il y avait plusieurs barrages qui avaient été érigés, des dispositifs qui avaient été érigés. Mais dès 6 h, les incidents ont commencé. Parce que le peuple avait le droit de manifester et il fallait à tout prix empêcher les regroupements dans les différents quartiers. Aux abords du stade, que ce soit à Hamdallah et donc à Fondis, des accrochages ont lieu. Aux abords du stade, une personne est tuée par des gendarmes, par les services spéciaux du colonel Tchéboro en présence de leur commandant. Ça, c'est avéré. Ça, c'était à 6 h du matin. Il vous a dit ici à la barre qu'il est arrivé très tôt au stade. Il a raison. Mais c'est devant lui que cette personne a été tuée. Ensuite, à la belle vie, Monsieur le Président, vous savez, le meeting n'a jamais été prévu à l'intérieur du stade. C'était sur l'esplanade du stade. C'était l'objectif qui avait été assigné aux organisateurs. Mais comment organiser, comment trouver le moyen de communiquer? Il y avait un camion qui avait été chargé du matériel sonore. Ce camion devait venir se garer sur l'esplanade du palais. C'est une remorque. Cette remorque devait stationner à l'entrée du stade pour permettre aux leaders, une fois arrivés sur les lieux, de s'adresser à leurs militants. Mais qu'est-ce que les gendarmes, les services spéciaux ont fait? Ils ont saccagé ce camion. Ils ont détruit le matériel sonore. Voilà pourquoi, comme je le développerai plus tard, voilà les prémices du guet-apens qui a été organisé. Parce qu'il fallait empêcher que ces instruments sonores-là ne soient conduits au stade. Parce qu'il fallait absolument tout faire pour que les manifestants rentrent dans le stade. Parce qu'il est plus facile de les abattre. Parce que l'étau, resserrer l'étau, c'était plus facile quand ils sont dans un endroit clos. J'y reviendrai, Monsieur le Président. Alors, il y a l'attaque du commissariat de Bellevue qui servira plus tard de prétexte pour le président Dadis pour justifier que les manifestants se sont entretués. J'y reviendrai. Mais, Monsieur le Président, c'est une foule immense. C'est des milliers de personnes qui sont descendues dans la rue. Donc, à chaque carrefour, les dispositifs sont déboulonnés, un à un. 2 personnes encore sont tuées à la Bellevue par les services du colonel Tchéboro. L'omniprésence du colonel Tchéboro, Monsieur le Président, des menaces de toutes sortes. J'y reviendrai aussi. Monsieur le Président, M. Tchéboro a tenté par tous les moyens pour dissuader les leaders, pour empêcher les regroupements. Il est passé par tous les moyens, mais il a échoué. Parce que la cause était tellement importante qu'il était hors de question qu'elle soit abandonnée. La foule était immense. Et qu'est-ce que le colonel Tchéboro fait? Puisqu'il était déjà au courant du plan qui avait été orchestré plusieurs jours, il a ordonné l'ouverture du stade. Voilà comment les manifestants se sont retrouvés au stade. D'abord, on détruit le matériel sonore et ensuite, puisqu'ils sont nombreux sur l'esplanade du stade, il fallait tout faire pour qu'ils rentrent dans le stade. Ils rentrent dans le stade, Monsieur le Président. Arrivé à l'intérieur du stade, cela a été considéré comme une victoire. Et c'était une victoire. Parce que sur le chemin qui a mené au stade, plusieurs personnes sont tombées. Mais il ne fallait pas s'arrêter. Parce que la marche du peuple ne peut pas s'arrêter parce que une ou 2 personnes sont tombées. C'est sur le champ d'honneur. Cette foule est rentrée au stade. Les chants, les danses se mêlaient aux prières. Les gens priaient
sur la pelouse, Monsieur le Président, honorable assesseur. C'est alors que l'attaque a commencé. Et là, il est important de situer le stade. Le stade, Monsieur le Président, il y a d'abord la rentrée principale, il y a l'enceinte du stade qui est vaste. Ensuite, il y a le stade annexe. Il y a les vestiaires. Il y a maintenant le grand stade où il y a la pelouse. Parce que c'est important de le dire. Il y a une grande cour, le terrain de basket, une annexe. Il y a deux entrées principales. Une entrée sur chaque tribune, plusieurs portes qui mènent au gradin. Et des accès qui mènent sur le pont de Madina. C'est important de camper ça. Quand je reviendrai sur la dynamique de l'attaque, vous comprendrez, Monsieur le Président, honorable assesseur. Et pour mener cette attaque, une synchronisation extraordinaire a été mise en place. Elle est scientifique, Monsieur le Président, parce qu'il fallait faire le maximum de victimes. En quoi consistait cette synchronisation? D'abord, la police, la CNS et les gendarmes ont lancé des gaz à l'intérieur du stade, où il y a au moins 50 000 personnes. Ensuite, c'est l'entrée des bérets rouges. Puisque dès lors qu'on a lancé les gaz lacrymogènes, il y avait la panique. Les gens couraient par-ci, par-là. D'abord, ils avaient pensé que c'était la blague. Ensuite, ils se sont rendus compte que c'était une réalité. Il y a eu une forte bousculade. Mais avant cette lancée, et simultanément d'ailleurs, des gens qui avaient été infiltrés ont barricadé les portes. Toutes les issues ont été fermées, à l'exception de quelques-unes qui serviront plus tard de fenêtres de tir. Monsieur le Président, la grande sortie, quand il y a eu ces gaz lacrymogènes, Monsieur le Président, tout le monde s'est rué vers la porte principale parce qu'il fallait sortir à tout prix. Les gens se sont bousculés. Vous avez écouté une partie civile ici, elle vous a dit, on est venu se serrer à la porte, personne ne pouvait respirer. J'ai senti mes côtes se briser. Les gens sont tombés les uns sur les autres. Puisque cela ne marchait pas, Monsieur le Président, ils ont commencé à chercher un à un les issues. Mais Monsieur le Président, c'était fatal. C'est là que les bérets rouges rentrent en cercle, comme dans un combat. Et ont commencé à vider leurs chargeurs. Des PMAK. Ils ont commencé à vider leurs chargeurs sur les manifestants de façon horizontale. Vous avez entendu, on a suivi la vidéo ici. On entend les crépitements des balles en direction des manifestants, comme si ils étaient dans un combat. Ça, c'est le rôle des bérets rouges. Les gendarmes lancent le gaz, créent la panique, les bérets rouges entrent, se mettent en cercle, arrosent la foule, et en troisième lieu, Monsieur le Président, les miliciens armés de couteaux qui avaient déjà barricadé les issues se mettent à poignarder ceux qui survivaient. Parce que ceux que les balles ne pouvaient pas atteindre et qui avaient la chance de s'extirper de cet endroit étaient pourchassés et achevés par ceux qui avaient des couteaux. Ils étaient habillés en Chelsea. On en a parlé. 2 quarts ont été conduits au stade. On reviendra sur ça, Monsieur le Président. Les issues sont bloquées. Et les bérets sont postés à chaque issue. Et vient maintenant l'impensable. L'impensable, Monsieur le Président. Les viols. Là, c'est le summum de la barbarie. On n'était pas habitué à ça. Derrière les vestiaires, Monsieur le Président, les bérets rouges ont commencé à rafler les femmes, à posséder, à les utiliser. Je suis peiné quand je parle de ça. Des viols collectifs, une femme, 2 hommes, 3 hommes. On nous a dit ici que c'était impossible, Monsieur le Président. Vous voyez-vous, c'est encore réveiller la plaie. C'est comme si ces femmes étaient perpétuellement violées. Parce qu'après avoir suivi ce acte, on est en train de le nier. Monsieur le Président, cette synchronisation des assassins au stade, c'est une véritable chasse à l'homme. Et je vais faire un parallèle à ce qu'on appelle la battue. Je pense que tout le monde ici sait ce qu'on appelle la battue, Monsieur le Président. C'est un événement qui a lieu en campagne.
où des chasseurs se regroupent, s'organisent pour tuer au maximum des animaux. C'est ça qu'on appelle la battue. Ça y ressemble fortement, Monsieur le Président, parce que le mode opératoire est le même si la finalité est différente. Au stade, Monsieur le Président, comme je l'ai décrit tout de suite, c'est le même mode opératoire. Dans une battue, les chasseurs se regroupent, ils recrutent, ils cherchent des armes, ils créent presque un enclos, ils sont avec des chiens, ils crient. Quand les animaux sont regroupés, ils cherchent à s'échapper, c'est là qu'ils s'entendent comment les abattre. C'est ça, il y a une synchronisation entre les chasseurs, entre les chiens et ceux qui crient, qui font comme des rabatteurs. Ils essaient de crier pour que les animaux se regroupent en un seul endroit pour être plus efficaces. C'est le même opérateur qui a été opéré au stade. Mais c'est le chasseur, Monsieur le Président. Lui, il ne chasse pas pour chasser. Il ne chasse pas pour chasser. Il chasse pour un but bien déterminé. Il chasse parce qu'il a besoin de la viande. Il a besoin que sa famille se nourrisse. Mais au stade du 28 septembre, Monsieur le Président, ils ont tué pour tuer. Qu'est-ce qu'ils allaient faire de ces corps? Le chasseur, quand il tue, il prend la viande, il envoie chez lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait des corps, Monsieur le Président? Ils ont jeté, parce qu'ils ne pouvaient pas les consommer. Si ces assassins avaient la possibilité de consommer la chair humaine, ils l'auraient fait. Certains corps ont servi de rite satanique. Johnny l'a dit ici. Monsieur le Président, c'est affreux. C'est le même système. Alors, Monsieur le Président, des viols sont commis par dizaines. Des agressions, des arrestations, des dizaines de manifestants conduits dans nos différents camps. Comme si les camps étaient des lieux de détention légaux. Un camp n'est pas un lieu de détention légal, Monsieur le Président. Nous avons les gendarmes et les polices. Même si ces manifestants par ailleurs avaient violé une quelconque loi, on n'avait pas le droit de les arrêter pour les envoyer dans les camps. Je reviendrai aussi sur cette question. Et pire, Monsieur le Président, après les viols, d'autres femmes ont été enlevées et maintenues en esclavage pendant des jours. Pendant des jours. Monsieur le Président, pendant des heures alors, dans cette ambiance apocalyptique, Monsieur le Président, c'était Armageddon. Les bérets rouges ont déchaîné les enfers sur des citoyens sans défense. Cela ne doit pas rester impuni, Monsieur le Président. Venons-en maintenant à l'attaque des leaders. Parce que quand les simples citoyens, entre guillemets, sont attaqués, certains ont estimé qu'il était possible de se sauver s'ils étaient à côté de leurs leaders. Mais Monsieur le Président, c'était peine perdue. Ils se trompaient. En réalité, ces leaders aussi étaient la cible de ceux qui étaient venus les tuer. La preuve, ces leaders ont échappé de peu. Parce que Sankara Kaba, le chauffeur du président ici présent, président Dadis, a voulu tirer sur lui. Et là, il a vu ça parce qu'il avait un de ses gardes, une de ses gardes rapprochés du nom de Silla, qui est venu s'interposer. Il a été battu, des côtes brisées par les bérets rouges, Monsieur le Président, notamment Marcel qui le conduisait. Vous avez suivi tout le débat ici, comment sa garde rapprochée a pu l'extirper de cet endroit. Il y a également Sidi Touré, qui a reçu un coup, plusieurs fois des coups sur la tête, assénés par M. Marcel Guilabouki. Monsieur le Président, parlant de Fall aussi, il a été agressé. Docteur Keita est venu expliquer comment sa femme a été agressée et comment, Monsieur le Président, elle a sollicité de l'aide au colonel Thiebourou. Agressée par des personnes, battue, presque à l'agonie, et s'est agrippée sur le pied du colonel Thiebourou. Quelle a été sa réponse? Il a rejeté. Et le béret rouge qui le conduit, le béret rouge qui assure sa sécurité, a giflé Mme Keita. Il a dit ici, Monsieur le Président, mais comment peut-on aujourd'hui, avec tous ces faits, venir s'arrêter à cette barre
nous réclamer des preuves, ou alors dire il n'y a pas eu de viol, il n'y a pas eu ceci et cela, c'est des images importées d'ailleurs. Monsieur le Président, je crois quand même qu'on est tous humains. Monsieur le Président, pour finir sur cette partie, quelles sont les armes qui ont été utilisées au stade? Parce que c'est important de le préciser. Le maintien d'ordre, nous savons tous, il y a les gaz lacrymogènes, il y a les matraques, mais ce ne sont pas ces armes qui ont servi à maintenir l'ordre, en tout cas sur l'entendement du CNDD et de son président. L'une des armes utilisées, la plus fréquente d'ailleurs, c'est le pistolet mitrailleur AK-47. Une arme d'assaut très mortelle et très efficace. Ce fusil d'assaut a une cadence de 600 coups minute. Autrement dit, quand il y a un chargeur de 30 balles, ça te prend juste une dizaine de secondes pour vider ton chargeur. En 10 secondes, tu as la capacité de vider ton chargeur sur une cible. Et Monsieur le Président, ce qui est étonnant, comment des gens entraînés, aguerris au combat, vous savez, même dans les champs de tir, et je reviendrai un peu plus tard sur les préjudices que les victimes ont subis, au champ de tir, en fait, c'est anecdotique. Les champs de tir, il n'y a que le buste. En bas, il y a une tige. Donc, ils ont exécuté exactement ce qu'ils ont appris sur les citoyens. Sauf qu'on leur enseigne que c'est sur l'ennemi qu'on tire, ce n'est pas sur des civils. Monsieur le Président, cette attaque, elle est barbare. Vous conviendrez avec moi. Les types de blessures, j'en parlais tout de suite. Et les rescapés portent sur les parties vitales des cicatrices de blessures, par balle, par poignard, pose de fusil, etc. Plusieurs victimes, Monsieur le Président, il a été constaté que c'est à partir de l'abdomen que les tirs sont concentrés. Sur le torse, dans le dos, sur la tête, sur le cou, dans le cou. Donc, c'est de ne donner aucune chance aux victimes. Parce que, Monsieur le Président, ce sont les parties vitales. Si les parties vitales sont atteintes, c'est la mort. Donc, Monsieur le Président, la préméditation ne fait l'objet d'aucun doute. Autrement, d'abord, on aurait utilisé les matraques, ou alors on aurait peut-être, au pire des cas, je dis, tiré sur les pieds. Mais non, c'est sur le torse, sur la tête. Il y a eu des exécutions sommaires, Monsieur le Président, au cours de cet événement. Il y a eu, à l'entrée du stade, comme je l'ai dit, à l'extérieur du stade, ce qui est étonnant. Plusieurs jours après les événements, mais les exactions continuaient en haute banlieue. Les tortures dans les différents camps. Monsieur le Président, voici en résumé les faits. Mais le Premier ministre François Hussein Fall a dit une chose intéressante ici. Il dit que chaque victime a son 28 septembre. Et c'est vrai, chaque victime a son 28 septembre. Ce que moi j'ai relaté ici, cela ne concerne que les personnes qui m'ont parlé, les personnes que j'ai écoutées, que j'ai assistées. Mais celles qui n'ont jamais parlé, il y a des milliers de récits dans cette affaire. Donc chaque cas est singulier, Monsieur le Président. Voilà les faits. Et quelle a été la réaction du gouvernement face à cette situation? Nous savons tous que c'est une tragédie. Mais ce n'était pas une tragédie pour le gouvernement. Vous verrez tout de suite, Monsieur le Président. Honorable assesseur. La première démarche a consisté à justifier les massacres. Chose étonnante. Pour un gouvernement qui se dit pour le peuple. Voilà que des accusations sont portées sur les manifestants. Je l'avais dit. Le président Dadis, dans une interview, prétend que ce sont les armes qui ont été soustraites à la belle vie, qui ont servi aux tueries du stade. Mais Monsieur le Président, le commandant Toumba est passé à la barre. Il y a le commissaire spécial de l'époque par intérim qui a indiqué que à la radio et à la télévision, plus tard,
Et même dans son rapport, il a indiqué que toutes ces armes qui étaient là-bas ont été brûlées. Et que d'ailleurs, ce sont les infiltrés qui avaient attaqué le commissariat. La deuxième mesure majeure, c'est quoi? Qu'est-ce que le gouvernement a entrepris? C'était d'effacer les preuves, la scène du crime. Puisque toute cette affaire s'était produite dans un enclos, parce qu'il faut le dire, c'est un enclos. La deuxième mesure, c'était de venir effacer toutes les preuves qui reliaient les forces de défense et de sécurité aux victimes. Parce qu'il y avait des chaussures, il y avait des impacts de balles, il y avait toutes sortes d'indices sur les lieux. Ils ont détruit tous les indices. Le ministre des Sports, sans justification, est venu peindre les lieux. Cela participe à la dissimulation des preuves. Ensuite, il y a les votes de représailles. Et dans les centres hospitaliers, j'y reviendrai aussi, les représailles exercées dans certains quartiers de Conakry, je ne vais pas m'étendre, puisque j'en parlerai plus tard, à Hamdallah Bambeto Koza, chez Sidi Touré, chez les leaders politiques, prise de contrôle des morgues, je reviendrai aussi. Voilà, Monsieur le Président, de façon plus simple, les faits et la réaction du gouvernement. Maintenant, à la survenance de ces faits, la condamnation internationale était unanime. Tout le monde a condamné, de sorte que cette affaire ne pouvait pas se passer sous l'ombre. Voilà qu'une procédure est engagée. La première démarche internationale a consisté à l'ouverture d'un examen préliminaire par le bureau du procureur de la CPI. Je ne vais pas aller dans les détails, c'est important, mais ce n'est pas capital. Le 28 octobre 2009, institution d'une commission internationale pour faire la lumière sur les événements du 28 septembre. Donc une commission a été créée pour justement venir recueillir les témoignages des personnes, les victimes, les ONG et toutes les personnes participantes afin de tirer une conclusion. Ce rapport il est disponible. Il a servi d'ailleurs de... c'est un des éléments sur lesquels le procureur général va utiliser pour requérir une information. Le 17 décembre, la commission publie son rapport. Et plusieurs hauts responsables sont épinglés, parmi lesquels se trouve le président Moussa Dadis Camara, le commandant Toumba et plusieurs autres. Le 8 février, après donc la publication de ce rapport, puisque le gouvernement était sous pression, le capitaine Dadis a autorisé l'envoi de cette commission et ensuite l'ouverture d'une procédure. La création de la commission nationale d'enquête. Ça, c'était pour créer la diversion. Je n'en parlerai pas, parce que les conclusions de ce rapport sont à l'image de ceux qui l'ont rédigé. Nous savons pertinemment comment toutes ces personnes ont été choisies. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y avait des magistrats, des avocats. Je vais taire cette partie. Je ne veux pas que le président me rappelle à l'ordre. Sinon, il y a des choses à dire sur ce rapport. Je vais passer. Le 8 février 2010, alors, maintenant, le procureur général de la Cour d'appel prend un réquisitoire introductif pour justement faire la lumière sur ces faits. Monsieur le Président, en mai 2010, donc si on comprend bien, si on fait, on se rappelle, le 8 février 2010, réquisitoire introductif, mai 2010, constitution de partie civile de la FIDH, l'OJDH et de l'AVIPA. Parce qu'entre-temps, l'association des victimes a été créée pour justement représenter ces victimes devant ce procès. Monsieur le Président, vous me permettrez de faire un petit rappel en ce qui concerne le rôle de ces ONG. Parce que voyez-vous, pendant plus d'une décennie, il a été colporté partout que ce sont ces ONG qui ont empêché l'inculpation du général Sekouba Konaté. C'est abject. Nous avons été touchés par ces déclarations qui ont persisté, qui ont alimenté la polémique. C'est pourquoi je vais en parler dans un petit résumé. Alors, c'est la Constitution. Ces ONG, quel est le rôle que ces ONG ont joué? D'abord, il y a le plaidoyer international.
Ensuite, il y a la constitution d'un pool d'avocats guinéens et internationaux pour l'accompagnement judiciaire. Grâce à ces ONG, 450 victimes ont eu droit à l'assistance d'un avocat. Monsieur le Président, c'est quelque chose de concret. Ensuite, plusieurs démarches ont été menées justement pour que ces auditions-là se fassent dans la sérénité. Parce qu'au début, Monsieur le Président, honorable assesseur, ces auditions se faisaient à côté de l'état-major de la gendarmerie. Et les victimes, pour venir se faire auditionner, étaient obligées de se déguiser. Donc, c'était un frein au passage des victimes. Donc, son plaidoyer a permis que, au lieu que ce soit à l'état-major général des armées et de la gendarmerie, que les juges d'instruction trouvent leurs sièges ici. Ça, c'est l'actif aussi des ONG. Monsieur le Président, il y a eu la rédaction de plusieurs demandes d'actes. Pourquoi je reviens sur ça? Parce que c'est important de dire, d'abord, que ce n'est pas aux partis civils de poursuivre ou de faire inculper. C'est important. Et que ces ONG n'ont aucun intérêt à ce que le général Sekouba Konaté ne soit pas inculpé, ni d'ailleurs une quelconque autre personne. La preuve en est que dans le dossier, il est versé plus de 5 actes d'appel, demandes d'actes, dans lesquels on sollicite expressément que le général Sekouba soit inculpé, que tous les responsables du CNDD, y compris les civils, soient inculpés. Tous les ministres, nous l'avons réitéré à plusieurs reprises, ça n'a pas été entendu, ce n'était pas à nous de le faire. Je referme cette parenthèse parce que c'était important que je le dise. Monsieur le Président, il est important aussi de dire que assister ces victimes a été une grande expérience pour moi. Parce que les gens n'en parlent pas assez. C'est difficile que tu reçoives autant de récits pendant l'information. La souffrance de ces victimes. Le seul endroit où elles avaient l'autorité, où elles avaient le droit de s'exprimer, c'était devant ces juges d'instruction. Et moi, j'ai eu de sérieux problèmes. Parce qu'à un moment donné, il y avait un transfert de traumatisme. Quand j'entends à la barre qu'il n'y a pas de victimes, que c'est des victimes fabriquées, que c'est des fausses victimes, ça m'écoeure, Monsieur le Président. Parce que j'ai vécu au quotidien avec ces victimes pendant les 10 dernières années. Je les ai assistées. Moi-même, j'ai eu un transfert de traumatisme. C'est-à-dire que toute la souffrance que j'entendais au cabinet d'instruction, je l'ai intégrée, de sorte qu'il a fallu l'aide d'une psychologue venue de la France pour que je puisse remonter la pente. Je n'en pouvais plus. Tellement que les récits sont glaçants. Qu'on vienne à cette barre pour vous dire il y a des fausses victimes, c'est des victimes inventées. C'est assez difficile. Mais Monsieur le Président, c'est aussi la vie. On n'y peut rien. Alors, dans le cadre de l'information, Monsieur le Président, je vais aller plus vite. Il y a eu l'inculpation de C.C. Raphaël Haba le 14 mai 2010, suivi d'Alpha Amadou Baldé, de Marcel Guilavogui, ainsi de suite, tout le monde, jusqu'au dernier. Je ne vais pas revenir sur ça. Et la politique de l'information en 2017. Malheureusement, 2 inculpés ont bénéficié d'un non-lieu. Il s'agit du capitaine Bienvenu Lama, mais pour le capitaine Bienvenu Lama, Monsieur le Président, il est dans l'antichambre de ce procès, parce qu'il est poursuivi aujourd'hui. C'est une fierté pour nous de le dire. Il est dans l'antichambre de ce procès. Il aurait dû venir ici, mais un autre procès sera organisé pour lui. Parce qu'il est hors de question, Monsieur le Président, que de tels actes soient commis par ce monsieur et qu'il s'en sorte. Lui, il est dans l'antichambre. Mais pour l'autre, il a bénéficié d'un non-lieu. Aujourd'hui, il n'y a pas de charge nouvelle. Et, Monsieur le Président, je voudrais aussi dire un petit mot sur l'information. Pendant toutes ces années, à cette barre, partout dans les réunions, dans les conférences, on parle de l'insuffisance de l'information. C'est vrai. Ils sont 11 ici. Mais, Monsieur le Président, ceux qui ont commis ces faits, il y a au moins une centaine. Parce que pour violer 109 femmes ou plus, 130, 100 et quelques femmes, il faut des dizaines de personnes. Et ce sont les responsables les plus élevés. Mais et les exécutants? Pourquoi ces personnes-là n'ont pas été inculpées? La raison, elle est simple. Premièrement, il y avait un manque de volonté politique. On ne va pas revenir sur ça. Deuxièmement, il y avait le manque de moyens au niveau des juges. Nous savons, quand nous venions accompagner les victimes pour leur audition, parfois il n'y avait même pas de papier, ni d'encre.
Il n'avait pas les moyens. Troisièmement, il y a un manque de coopération avec les services de police, de gendarmerie et de l'armée. Pour convoquer, par exemple, un militaire, il faut passer par le procureur général qui va adresser la convocation au ministère de la Défense et les services qui sont chargés de ça doivent répondre avant que l'intéressé ne comparaisse. Et l'exemple le plus illustratif, c'est le cas de Claude Pivy. Combien de convocations ont été envoyées au colonel Claude Pivy? Plusieurs fois. Et lorsqu'il a daigné comparaître, Monsieur le Président, figurez-vous bien, il est venu avec 3 pick-up remplis de bérets rouges dans l'enceinte de ce tribunal. Parce qu'il était encore chargé de la sécurité présidentielle. Il est venu ici. On était ici. Et quand il est venu, tout le monde s'est écarté. 3 pick-up de bérets rouges. Et la singularité aussi, c'est quoi? Parmi ces bérets rouges, il y avait des gens qui avaient des coris. Et ils ressemblent bien à ceux qui ont perpétré les massacres. Si cette information avait eu la bonne collaboration, ceux qui étaient venus avec Claude Pivy ici auraient dû être arrêtés sur le champ. Parce qu'on aurait pu les poursuivre. Parce que c'est eux qui sont la garde rapprochée de Claude Pivy. Ils sont venus, ils l'ont accompagné. Moi, je loue le courage des juges qui ont travaillé dans ce dossier. Avec peu de moyens, mais avec une détermination, avec toute la souffrance et les menaces. Donc, Monsieur le Président, je ne justifie pas le fait qu'il y a eu l'insuffisance de l'information, mais je dis quand même qu'on doit être quand même mesuré dans la critique. Parce que les contextes ne sont pas les mêmes. On nous a rappelé depuis 2017, l'instruction est clôturée. Mais à quelle date cette audience a eu lieu? C'était qu'en 2022. En 2022, 5 ans après. Pourquoi? Alors, Monsieur le Président, nous allons venir aux infractions qui ont été commises au stade, selon l'ordonnance de renvoi. Je ne vais pas les citer, je vais juste les citer, je sais que vous connaissez parfaitement les dispositions légales, donc inutile de citer. Il y a le meurtre, l'assassinat, viol et violence sexuelle, attentat à la pudeur, séquestration, torture et complicité, coups et blessures volontaires et complicité, pillage, incendie volontaire, vol à main armée et complicité, non-assistance de personnes en danger. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Alors, Monsieur le Président, honorable assesseur, voilà les infractions qui ont été retenues au moment avec l'ordonnance de renvoi, qui peuvent même confondre les accusés qui sont là. Mais nous souscrivons à la démarche du parquet pour solliciter la réqualification. C'est indispensable dans ce procès. Alors, la nécessité de réqualifier, ça a été largement débattu ici. Mes confrères ont brillamment répondu aux arguments de la défense que je vais rappeler. Les explications juridiques, il y a la ratification des statuts par la Guinée, des statuts de Rome par la Guinée. Applicabilité donc de ce texte qui est indiscutable. Le statut prévoit la définition des infractions, les éléments constitutifs et les peines applicables. Donc ce n'est pas un traité d'ordre général. Ce n'est pas un statut d'ordre général, c'est un statut d'ordre particulier qui a toutes les composantes d'une loi applicable. Donc dès lors que la Guinée a ratifié ce statut, il est applicable. Je ne vais pas m'étendre dessus. Les arguments de la défense, brièvement. Autorité de la chose jugée. Monsieur le Président, c'est une véritable hérésie judiciaire. Je le dis, juridique et judiciaire. Comment peut-on prendre l'ordonnance de renvoi comme une décision définitive? Ce n'est pas une décision de condamnation. Autrement, Monsieur le Président, on n'avait pas à organiser ce procès. Moi, j'ai entendu des arguments assez étonnants. Quand on dit que parce que la Cour suprême a rejeté le pourvoi sur la réqualification, que c'était acquis et que c'était la chose jugée, mais c'est grave. L'ordonnance de renvoi est à titre indicatif. Il indique au juge, voilà les éléments voilà les personnes qui sont renvoyées, voilà les charges qui sont retenues, voilà les éléments en possession du juge d'instruction. Examinez là-bas. Mais l'examen, c'est ici. Si vous estimez que l'ordonnance de renvoi comporte des éléments, des charges importantes, vous condamnez les gens. Mais si vous pensez que toutes les charges qui ont été retenues, d'autres charges n'ont pas été apportées à la barre, mais vous relaxez. Depuis quand une ordonnance de renvoi peut lier un juge? C'est du jamais vu. Donc cet argument est tiré des cheveux. Il n'y a pas eu de l'arrêt de la Cour suprême.
Je m'en tiens à ça. Alors, puisque la réqualification est acquise, en tout cas nous l'espérons, et sera ordonnée, au moment de votre délibération, nous souhaitons que les crimes contre l'humanité soient retenus contre les accusés. Et à ce propos, le statut de Rome, pour l'appréciation des infractions, il y a la gravité des faits. Puisque nous sommes maintenant dans le crime contre l'humanité, le nombre élevé de victimes, le mode opératoire, ça, ce sont des éléments déterminants. Si la gravité des faits est un élément, il faut aussi qu'il y ait un nombre élevé de victimes, et ensuite le mode opératoire, parce qu'il faut que, dans ces éléments constitutifs, il faut que les crimes-là soient commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile. L'attaque. Si nous nous replongeons dans l'attaque du 28 septembre, Monsieur le Président, la définition est donnée dans le statut de Rome. C'est la référence de l'attaque. C'est un comportement qui consiste en la commission d'actes de violence. Le terme attaque englobe également des mauvais traitements infligés aux civils. Les actes qui auront été commis doivent l'être dans un périmètre bien défini. Monsieur le Président, le caractère systématique, on ne va pas s'étendre. La jurisprudence du Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie a identifié des facteurs indicatifs d'une attaque généralisée ou systématique qui comprend les conséquences de l'attaque sur la population qui a été visée. Donc on s'attaque sur les conséquences, sur le nombre de victimes, comme je l'ai dit tantôt, la nature des actes, la possible participation d'officiels ou d'autorités et les modes opératoires identifiables dans la commission du crime. Alors, si nous transposons ça sur les faits du 28 septembre, qu'est-ce que nous avons? Les manifestants qui étaient au stade du 28 septembre ont été frappés par des matraques, des crosses de fusil, donc toutes sortes d'armes. Les femmes ont été violées. Donc il y a un nombre élevé de victimes. Le mode opératoire, je l'ai décrit. Quand il y a une synchronisation entre ceux qui sont chargés, ceux qui sont en train de commettre les exactions, chacun porte assistance à l'autre. Toi tu t'occupes d'ici, moi je suis là, l'autre de l'autre côté, Monsieur le Président. Chacun, il constitue un ensemble, mais de façon singulière, chacun accomplit une tâche bien spécifique. Je vous ai expliqué tantôt. Lance de gaz lacrymogène, attaque par les bérets rouges, fermeture des portes. Voilà, Monsieur le Président, il ne fait l'homme d'aucun doute que ce critère-là est retenu. Généralisé, ça également, la définition est donnée. Le terme généralisé se réfère au caractère étendu ou à la grande échelle de l'attaque, qui est principalement reflétée par le nombre de victimes. Je l'ai dit. Les événements du 28 septembre ont eu pour conséquence, au moins, je dis bien au moins, c'est la Commission internationale d'enquête, au moins 157 morts, 107 femmes violées et plus de 100 disparus. Donc, Monsieur le Président, il y a attaque généralisée. Comment cela se détermine? C'est le fait de venir tirer sur tout ce qui bouge, sans discernement, et de façon répétitive. Il ne s'agit pas de cas isolés. Il ne s'agit pas de venir rencontrer un civil à Kindia, l'abattre et ensuite un autre à Zérekoré, ainsi de suite. Mais c'est dans un seul endroit, dans un laps de temps, dans une synchronisation millimétrée. Cela s'est produit au stade d'ici. Donc l'attaque est généralisée. On n'a épargné personne. Il y avait des femmes, il y avait des vieux, il y avait des jeunes, il y avait même des adolescents. On n'a épargné personne. Quand on tire dans le tas, Monsieur le Président, est-ce qu'on épargne quelqu'un? Non. Donc c'était généralisé. Maintenant, systématique. Monsieur le Président, comme je l'ai dit encore, c'est la répétition non accidentelle des comportements criminels similaires. C'est le caractère acharné de l'attaque lancée simultanément. Monsieur le Président, la population civile, je pense qu'on n'a pas besoin de le dire, nous n'étions pas dans un conflit armé, donc les personnes qui ont été attaquées au stade, c'était des civils, ils n'avaient aucune arme. Même ceux qui avaient des branches à la rentrée du stade ont été priés de laisser les branches là
à la porte d'entrée, pour ne pas que cela soit confondu par un fusil au moment de leur interpellation. Personne n'était armé, à part les banderoles. Même les banderoles avaient presque disparu. Aucun couteau, aucune arme. Donc il n'y avait aucune possibilité de confondre un quelconque civil à une personne hostile. Il n'y avait aucune hostilité. Les gens dansaient, ils chantaient, ils étaient enthousiastes. Cette attaque était barbare, Monsieur le Président. La connaissance de l'attaque, ça c'est l'élément moral. Connaissance de l'attaque. Ça c'est important. La coordination des forces de l'ordre présentes au stade, tel que décrit précédemment, démontre l'assistance et le soutien apportés par chaque groupe à l'autre, dans un contexte physique où toutes les personnes sur place auraient été au cours de l'attaque. Ce qui est important, Monsieur le Président, c'est que cette attaque n'est pas fortuite. Pour avoir une telle synchronisation, il aura fallu que les gens s'entendent sur le mode opératoire. C'est ce qui justifie l'efficacité de la manœuvre. Il ne s'agit pas d'individus qui sont retrouvés au stade et qui chacun, dans un élan criminel, a décidé d'agir. Ils se sont tous concertés. Ils ont établi un plan. Ils ont défini, ils ont réparti chaque rôle à chacun. C'est ça, Monsieur le Président, la connaissance de l'attaque. Cette synchronisation avait été prévue de longue date. Voilà, Monsieur le Président, le dernier élément pour que les crimes contre l'humanité soient reconnus. L'élément central. Monsieur le Président, dans ce cadre, le statut de Rome parle de crimes spécifiques. Est-ce que nous sommes dans le cadre des crimes spécifiques ici? Effectivement. Parce qu'il y a eu des assassinats, il y a eu des viols, il y a eu l'esclavage sexuel, il y a eu des violences sexuelles, torture et autres actes dégradants, disparition forcée, etc. Monsieur le Président, il ne fait l'ombre d'aucun doute que nous sommes dans le cadre des crimes contre l'humanité, comme je l'ai démontré plus tôt. Maintenant, des crimes ont été commis. On sait tous que c'est la garde présidentielle du côté des Béréus qui a agi. On sait également que les miliciens étaient au camp. En dernier lieu, nous savons que les éléments du colonel Tchéboro étaient là-bas. Maintenant, comment définir la responsabilité de chacun? Et c'est là qui est plus important encore. Parce que pour ce qui est des crimes, je pense que même quelqu'un de mauvaise foi ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de crime. Il y a eu des crimes. C'est indéniable. Maintenant, ces crimes-là, qui est le responsable? C'est ce que je vais essayer de démontrer, Monsieur le Président, à travers le deuxième point. La responsabilité individuelle des accusés. C'est un moment important. Parce que depuis le début de ce procès, je n'ai pas donné d'ordre. On ne m'a pas vu tirer. On ne m'a pas vu donner des instructions. Chacun, se couvrant, refuse sa responsabilité. Monsieur le Président, les faits sont têtus. Alors, Monsieur le Président, pour déterminer cette responsabilité, nous allons partir sur la responsabilité indirecte ou du commandement. Parce qu'on est responsable de ces faits personnels pour avoir agi, mais aussi on peut l'être quand on est commandant d'éléments. Si les éléments qui sont sous le commandement d'une personne agissent, même sans ordre, mais s'ils savaient qu'ils auraient pu agir et qu'ils n'ont rien fait, ils peuvent être tenus pour responsables. Ça, c'est important de le dire. On va commencer par le président de la transition de l'époque, le capitaine Moussa Dadis Camara. Parce que j'estime que c'est lui, on doit commencer par lui, parce qu'il était le président. Il avait tous les leviers du pouvoir, contrairement à ce qu'il nous a dit ici. Monsieur le Président, pour déterminer sa responsabilité, nous allons examiner plusieurs points. D'abord, en amont des infractions, il y a eu beaucoup de choses. Sa volonté de conserver le pouvoir est l'élément déclencheur de cette contestation du peuple de Guinée. C'est l'élément déclencheur. N'eût été sa volonté manifeste de confisquer le pouvoir contre l'avis général du peuple, ces événements ne se seraient jamais produits. Peut-être qu'on serait là en train de faire autre chose, mais plutôt que de juger cette affaire. C'est clair. Alors, il y a les discours publics, je ne vais pas revenir sur ça.
La réunion au camp, en prélude à la manifestation du 28 septembre. Ça, c'est important. Cette réunion a eu lieu. Personne ne l'a admis ici. Mais vous savez, Monsieur le Président, le crime n'est jamais parfait. C'est à travers un appel qu'on peut démontrer que cette réunion a eu lieu. Il s'agit de l'appel du président Dadis, quand le président Dadis a appelé M. Sidya Touré, à 1h du matin. Monsieur le Président, leurs échanges n'ont pas été cordiaux. Il a menacé, si vous sortez, vous verrez, Monsieur le Président, quand un président de la République s'adresse à un homme politique de son rang, pour le menacer publiquement, pour le menacer au bout du fil, Monsieur le Président, cela présage des lendemains sombres. Et c'est exactement ce qui s'est produit. L'audio de la RFI, Monsieur le Président, comment nous avons obtenu cette information? C'est parce que le colonel Tchebourou, en voulant être au four et au moulin, a discuté avec le président Sidya. Il dit au président Sidya, qu'est-ce que le président vous a dit? Le président vous a dit, il vous a pas appelé, il dit oui. Il dit c'était 1h du matin. Il dit non, ce n'était pas 1h du matin, j'étais là. Cela confirme sa présence. Donc cette réunion a eu lieu. Ça, c'était une réunion en prélude à ce qui allait se faire. L'ambiguïté du président Dadis, comme je l'ai dit, de se maintenir au pouvoir. Si je veux, je ne suis pas né militaire. Si je veux, je me présente. Si je veux, je ne me présente pas. Et monsieur le Président, en amont de sa prise du pouvoir, quand il a pris le pouvoir, comme il a séduit les Guinéens, c'est à travers son discours. On a eu confiance en lui. Parce qu'on a estimé que son discours était rassembleur, que son discours était celui d'un homme d'État. Il a promis beaucoup de choses. Au début, on a constaté des changements. Mais Monsieur le Président, il y a les oiseaux de mauvaise augure qui se promènent dans les palais. Il y a les rats de palais qui sont immortels, tellement que ces rats ont duré à la présidence. Petit à petit, on lui a dit qu'il fallait absolument conserver le pouvoir et il est tombé dans le panneau. Malheureusement, c'est ce qui lui a conduit ici. Il y a son interview à la Télé Sud, le voyage à l'Abbé, je ne reviens pas sur ça, ça a été suffisamment expliqué ici. Quand un président de la République prend tout son camp, des blindés, des avions de combat, se rend à près de 300 à 400 km de Conakry pour aller défier ses détracteurs. Qu'est-ce que cela vous inspire, Monsieur le Président? Il a dit. Mais le passage du cortège du président Dadis, c'était inédit. Des centaines de véhicules, appuyés par des hélicoptères. Les avions de combat ont survolé le stade de l'Abbé pendant qu'il faisait son discours. C'était pour impressionner, pour dire attention, parce qu'il savait qu'une manifestation était projetée. C'était une démonstration de force pour dire à ses détracteurs, comme il le disait, comme il aimait le rappeler, si vous me défiez, je déchaînerai les enfers. C'est ce qui s'est produit. Il est revenu de l'Abbé. La suite, nous la connaissons. Le deuxième élément, Monsieur le Président, qui détermine sa culpabilité dans cette affaire, son implication directe dans cette affaire, c'est le recrutement et l'entretien des milices à Kaléa. Ça, c'est un élément central. Monsieur le Président, ce qui est étonnant, c'est que cette milice a été constituée que de ses proches. Je regrette de le dire, mais c'est malheureux. Il est normal, Monsieur le Président, pour un tout chef d'État de vouloir conserver son pouvoir, mais le choix doit être national. Le choix ne doit pas être seulement pour certains et l'exclusion des autres. Malheureusement, c'est ce qui s'est produit. 8000 hommes ont été recrutés. M. Soumaoro vous a dit ici, l'une des recrues de Kaléa, il y avait plusieurs bataillons. Il y avait Bravo, ainsi de suite. Mais ils ont présélectionné certains, à qui on a donné tous les moyens. Ils étaient mieux logés. Ils étaient plus considérés que les autres recrues.
Parce qu'il fallait les conditionner, il fallait formater leur esprit pour dire ce pouvoir, c'est pour nous. Il faut vaille que vaille qu'on le conserve. Même au prix d'innombrables victimes, il fallait conserver le pouvoir. Vous savez, Monsieur le Président, l'être humain est faible. Quand un discours est tenu par un homme politique d'une éloquence inégalée, les hommes tombent sous son charme. C'est ce qui s'est produit. Vous avez vu des grands meurtriers, Mussolini, il haranguait la foule. Adolf Hitler, qui haranguait des foules. Monsieur le Président, ils ont formaté l'esprit de ces recrues. Et ils ont été préparés à la conservation du pouvoir. Voilà, Monsieur le Président, Soumaoro l'a dit, lui il était parmi ces recrues. Et pour entretenir ces recrues, Monsieur le Président, ce n'est pas n'importe qui s'est chargé de leur entretien. Il s'agit de Gono Sangari, l'intendant particulier du président. Parce que il faut donner les fonds à celui qui va les utiliser selon la volonté du chef. Il ne fallait pas sous-traiter ça. C'est Gono Sangari qui s'en est occupé. Aujourd'hui, il est en cavale. Pourquoi? Parce qu'il sait que ces recrues-là avaient été mobilisés justement pour une cause très très obscure. Et ils l'ont accompli, malheureusement. Monsieur le Président, ces recrues également étaient supervisées par le colonel Blaise Goumou. Merci du regard pour cette phrase, mais je la maintiens. Ces recrues étaient supervisées par le colonel Blaise Goumou. Cela a été dit ici. Tout le monde le sait. Il a déposé des documents ici, faisant état de sa nomination aux services spéciaux. Mais Monsieur le Président, que valent ces documents face à un témoignage concret de quelqu'un qui était là-bas? Il vivait avec ses recrues. Il a dit, le jour des événements, c'est le colonel Blaise Goumou qui est venu lire la liste de ceux qui avaient été recrutés. Parce que parmi aussi, ceux qui avaient été retenus, il fallait aussi peut-être choisir les plus bruts. Ceux qui pouvaient agir sans réfléchir. Parce que, Monsieur le Président, pour violer une femme en plein, à ciel ouvert, retourner chez soi, aller voir ses enfants, manger et dormir, il faut que ce soit quelqu'un qui soit impitoyable. Donc il fallait choisir spécialement des individus capables d'une telle barbarie qu'on n'allait pas regretter de les avoir choisis. Ils ont été choisis et envoyés au camp. Je reviendrai aussi sur ce point. Monsieur le Président, ces miliciens-là ont été envoyés au camp par Joseph Makambo pour infiltrer, au stade, pardon, pour infiltrer la foule. Ces recrues-là qui avaient été choisis ont été infiltrés au stade. Monsieur le Président, voilà quelque chose qui me taraude l'esprit, qui me choque. Quand on a rebaptisé le camp Koundara, camp Makambo, Monsieur le Président, ce camp a une histoire sinistre dans les événements du 28 septembre. Et l'un des artisans de ces massacres, c'est justement Joseph Makambo. Monsieur le Président, à chaque fois que les victimes passent devant ce camp, se rappellent des tortures qu'elles ont subies par la faute, entre autres, de Joseph Makambo, et que celui soit baptisé Joseph Makambo, c'est une insulte à leur mémoire. Monsieur le Président, c'est inadmissible. Il a tué des gens. C'est lui qui a envoyé les infiltrés au stade, qui ont causé d'énormes massacres. Le capitaine Toumba l'a dit, Monsieur le Président, comment peut-on donner le nom de ce camp à ce monsieur? J'aurais souhaité qu'il soit en vie, honnêtement, pour qu'il réponde de ces actes ici. Ces recrues ont causé des souffrances inimaginables. Monsieur le Président, ils ont éventré des gens. Comment ce camp peut-il porter son nom? J'espère que l'histoire effacera son nom sur ce camp. Parce que
Joseph Makambo ne mérite pas d'être honoré. Ce sont les victimes qu'il faut honorer, Monsieur le Président. C'est révoltant. Monsieur le Président, le troisième élément qui participe à la culpabilité du capitaine Dadis, c'est l'envoi des bérets rouges au stade pour réprimer la manifestation. Il était le commandant du régiment et moi je suis très à l'aise. Parce que tous les décrets qu'on lisait à la télévision nationale, s'il n'y avait pas commandant en chef des forces armées, je pense que le capitaine refuserait de signer. Il aimait se vanter de ce mot. Je suis le commandant en force des forces armées. Et c'est normal. Il est le chef de l'État. Mais il doit en assumer les conséquences. C'était lui le chef du régiment. Il n'y a aucune contestation possible. Toute l'armée relevait de lui. Et je vais vous dire, Monsieur le Président, l'armée est le corps le plus organisé. L'armée est le corps le plus organisé. De sorte que, quand un militaire tire dans un endroit, ce tir doit faire l'objet d'un rapport. Obligatoirement. Donc, l'organisation de l'armée fait qu'il était impossible qu'il ne soit pas au courant que ces militaires-là étaient au stade. Ça, c'est clair et net. Alors, Monsieur le Président, le capitaine Dadis, le président capitaine Dadis, a donné des ordres explicites. Il a dit, allez mater les manifestants au stade, car le pouvoir est à terre. Commandant Toumba est le témoin vivant de cette déclaration. Il a réitéré ici. Lors de la confrontation, il a confronté le président Dadis ici. C'est clair. Monsieur le Président, nous savons tous que c'est la garde présidentielle qui allait perpétrer ce massacre du côté des bérets rouges. Ce n'est pas l'armée régulière. Ce n'est pas l'armée régulière. C'est la garde présidentielle et les miliciens. Moi, j'ai du respect pour notre armée. Elle vient de loin. Elle a fait ses preuves dans la sous-région. C'est une armée dont on doit être fier, même si en son sein, elle a été pervertie par des pratiques néfastes. Mais dans l'ensemble, nous avons des soldats vaillants. Monsieur le Président, quand un président de la République, le chauffeur du président de la République se retrouve au stade, participe au massacre, il tente de tirer sur un leader, son chauffeur, Sankaran Kaba, c'était l'un des chauffeurs du président Dadis. Quand son chargé d'opération, Makambo, se retrouve au camp, à la tête d'une centaine de recrues, d'une centaine de miliciens, comment peut-on expliquer, comment peut-on prétendre que le président Dadis n'était pas au courant de cette opération? Le bon sens saute aux yeux. Il a donné des ordres explicites. Allez les mater. Le pouvoir est à terre. Est-ce qu'on peut être plus explicite que ça? Il y a un autre élément. Le commandant Toumba, en 2010, dans une interview de la RFI, il dit c'est le président Dadis qui m'a dit d'aller au stade. Il y a le chauffeur, il y a le chargé d'opération, il y a son aide de camp et à son bébé hollandais, Marcel. Plus sa garde rapprochée, parce que la garde rapprochée est directement sous l'autorité du président. Monsieur le Président, cela est étonnant. Ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, Monsieur le Président, il était impossible que le président Dadis ne soit pas informé des tortures perpétrées dans les camps militaires. C'était impossible. Parce que, contrairement à ce qu'il vous a fait croire ici, il y a des services de renseignement, la gendarmerie, il y a les services de renseignement de l'armée. Monsieur le Président, on ne peut pas conduire des civils au camp sans que le président ne soit informé. C'est impossible. Et d'ailleurs, il craignait des poursuites contre lui, donc il faisait attention. Donc les services de renseignement étaient sur le qui-vive. Donc, Monsieur le Président, il était informé que des civils avaient été amenés au camp et avaient été torturés, notamment par les services spéciaux et l'équipe de Claude Pivier. Et l'exemple le plus frappant, Monsieur le Président, vous avez entendu une partie civile ici.
Elle a été entendue ici, à la barre, où elle vous a dit, on nous a raflé au stade, on nous a molestés, on nous a battus, on nous a envoyés au camp. Et quand on est arrivé à la présidence ou dans les environs, ils nous ont dit de descendre. Il y avait une haie de bérets rouges des services spéciaux. Ils ont dit aux officiers qui étaient à l'étage, voilà les ennemis du président Dadis. Monsieur le Président, il était là-bas. Il a dit les voir, mais il n'a rien fait. Il suffisait d'un claquement de doigts du président Dadis pour dire relâchez-les. Ils étaient tout de suite relâchés. Il n'a rien fait. Il était au courant des tortures qui étaient exécutées dans les différents camps, que ce soit au camp Alpha Yaya, que ce soit au camp Makambo. Mais Monsieur le Président, qui commande ces camps? Ce sont des éléments qui ont été nommés par le président Dadis. Cela ne fait l'objet d'aucun doute. Donc il ne pouvait pas ignorer ça. Ensuite, Monsieur le Président, il y a les représailles exercées contre les quartiers dits de l'opposition, l'Axe. Monsieur le Président, pendant des semaines, des exactions ont été commises. Monsieur le Président Dadis ne pouvait pas ignorer qu'il y avait des exactions sur l'Axe. Parce que peut-être si on pouvait dire que l'attaque au stade l'a peut-être surpris, admettons, même si ce n'est pas plausible, mais pendant des jours, avec tous les services de renseignement qu'il a, c'est impossible. Ensuite, le refus de mettre fin à ces exactions. Il n'a entrepris aucune action directe. Aucune action n'a été entreprise. Monsieur le Président, c'est lui qui a à sa disposition l'armée guinéenne, qui est composée de milliers d'hommes. Si on lui rapporte que dans des quartiers, des exactions sont commises par des bérets rouges, mais Monsieur le Président, il peut même requérir toute l'armée. Il peut même envoyer un char. Il a le pouvoir. Envoyer des hélicoptères, même des avions de chasse, de combat. Il aurait pu le faire. Mais tout cela participait à un plan très simple. Il a laissé faire. Et quand on laisse faire, on est aussi responsable indirectement.